Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre organisée à l'occasion de la toute première édition du festival Le Printemps des enfants. Jusqu'au 3 juillet, les enfants de Noisy-le-Sec sont invités à mettre leurs paroles au cœur de l'action éducative. Mais aussi, ce festival, c'est l'occasion de créer des liens entre toutes celles et ceux qui composent ce que l'on appelle la communauté éducative, c'est-à-dire les parents, les enseignants, les enseignantes, les agents de la ville. Ça peut être aussi des animateurs, des animatrices, des associations, etc. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Depuis plus d'un mois, des centaines d'enfants ont pu donner leur avis sur l'organisation de la pause du midi. On y reviendra un petit peu plus tard. Et ils ont pu le faire autour de débats philo, d'ateliers ou en participant par exemple à des concours de recettes, de cuisine. Monsieur le maire Olivier Sarah-Bérouz et Madame Grunbaum, élus à la réussite éducative, aux droits de l'enfant et à la restauration, pourront nous en parler. Ce soir, c'est un peu le grand événement de ce printemps des enfants, puisque nous avons l'honneur de recevoir celui qui a accepté d'être son parrain, le pédagogue Philippe Mérieux. Et donc, pendant une heure, nous serons ensemble pour débattre autour du thème « Parents, enfants, mairie, école, et si on se parlait, pourquoi et comment ?» Autrement dit, comment réussir à coéduquer. Philippe Mérieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc pédagogue, auteur de très nombreux ouvrages sur l'éducation des enfants, l'école et le dialogue avec les parents. Vous avez consacré votre vie aux questions d'apprentissage. Vous avez aussi contribué à la création des TPE, les travaux pratiques encadrés. Personnel. Travaux personnels encadrés. Personnels encadrés. C'est pas grave. Eh bien, on l'appelait comme ça, en tout cas dans mon lycée, donc j'ai gardé ça en tête. Donc, c'est une épreuve du bac qui est vraiment très connue de ma génération. Et qui a disparu. Qui a disparu, effectivement. Et donc en 2020, vous avez sorti le livre « Ce que l'éducation peut encore pour la démocratie », un essai passionnant dans lequel vous travaillez à la construction d'une société plus solidaire en déployant un plan d'éducation pour tous et pour toutes. Et en fait, c'est un peu finalement le thème en filigrane de cette rencontre. Et donc nous sommes très heureux et heureuses de vous recevoir. Olivier Sarah-Bérouz, monsieur le maire, bonjour. Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous présenter dans cette salle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je rajouterai qu'avant d'être élu, vous avez été instituteur et puis directeur d'école, de maternelle surtout, pendant 38 ans. Donc le monde de l'apprentissage en tant qu'ancienne instit, mais en tant que père, c'est un monde qui vous est très familier. Julie Grunbaum, bonjour. Vous êtes directrice. Bonjour. Vous êtes directrice de photographie de métier, vous avez enseigné à la FEMIS, mais aussi dans de nombreuses autres structures éducatives. Vous militez aussi de longue date en tant que parent d'élèves à Noisy, et vous avez monté une association qui intervient dans les écoles pour travailler autour de l'image, l'Arbre Vert du 93. Et donc depuis l'année dernière, vous êtes élue adjointe au maire, déléguée aux droits des enfants, à la réussite éducative et à la restauration. Et pour vous expliquer la rencontre... en tout cas, comment elle va se dérouler. Donc d'abord, je vais poser quelques questions à Madame Grunbaum, Monsieur Mérieux et Olivier Sarah-Bérouz. Et puis, à la fin, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pourrez poser des questions. Donc je me tourne vers vous, Monsieur Mérieux. Nous vous avons invité pour parler de coéducation. Concrètement, qu'est-ce que c'est la coéducation et pourquoi vous militez pour elle depuis tant d'années ? Alors écoutez, d'abord, la coéducation, avant d'être un objectif, avant d'être un projet, c'est un fait. C'est un fait. Nos enfants sont coéduqués. Ils ne sont pas éduqués par une seule personne, ni même simplement par leur famille. Nos enfants sont éduqués par leurs parents, ils sont éduqués par leur entourage immédiat, la famille élargie, mais aussi le quartier dans lequel ils vivent. Ils sont éduqués par leurs enseignants. Ils sont éduqués par les animateurs des structures ou des institutions socioculturelles dans lesquelles ils sont pris en charge, mais ils sont aussi éduqués par les médias. Ils sont aussi éduqués par Internet, ils sont aussi éduqués par la ville elle-même. La manière dont est organisée une ville contribue à éduquer les enfants d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Un lieu pour enfants, ça peut être
un jardin public avec un tourniquet et un toboggan, ça peut être un terrain d'aventure, ça peut être un potager, et ce n'est pas la même chose selon qu'on offre aux enfants un toboggan, un potager ou un terrain d'aventure. Ce n'est pas la même chose selon que dans ce lieu pour enfants, on met une personne physique présente, bienveillante, ou on met une caméra de vidéosurveillance. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même éducation. Ce n'est pas la même éducation si vous êtes un enfant et que vous jouez dans un lieu où il y a un gardien avec qui vous pouvez parler, quelqu'un que vous respectez, qui vous fait un peu peur, mais que néanmoins vous jugez utile. Ce n'est pas la même chose d'être là avec un adulte bienveillant et d'être dans un endroit où de loin on vous surveille pour voir si vous ne cassez pas le matériel. Ce n'est pas la même chose. Et donc tous ces éléments contribuent à l'éducation de l'enfant. Un enfant, ça n'est pas une tranche napolitaine avec un morceau d'école, un morceau de famille, un morceau de loisir, un morceau de promenade dans la ville. Un enfant, c'est un tout. Et c'est un tout qui est au carrefour, à la convergence de tous ces acteurs de l'éducation. Donc la coéducation, elle existe, elle est là. Hein ? Si on donnait la parole, et ce serait bien aux enfants qui nous ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui, ben, ils nous diraient tous les gens qui participent à leur éducation. Il y a des tas de gens qui participent à leur éducation, dans leur famille, au-delà de leur famille, mais aussi il y a une éducation dans le village, dans la ville. Hein. La boulangère, l'épicier, il peut participer de l'éducation des enfants. Il peut participer de l'éducation des enfants par la manière dont il leur rend la monnaie, par la manière dont il s'adresse à eux, mais aussi par le fait qu'il se sent investi et responsable dans la cité de la place que les enfants occupent. Voilà. Et donc, la coéducation, elle est là. Alors, elle est là, et puis elle peut se passer d'une manière soit invisible, soit incohérente. Avec, d'un côté, des familles qui imposent un certain nombre de règles, d'un autre côté l'école qui ignore ces familles et qui impose d'autres règles, d'un autre côté le centre social ou le périscolaire qui ignore ce que fait l'école, qui ignore ce que font les familles et qui impose d'autres règles. Hein. Et puis un enfant qui est là au milieu un petit peu, qui est perdu, qui ne sait pas trop, qui est important et qui ne sait pas trop surtout quelles sont les valeurs autour desquelles ces personnes sont rassemblées. Donc la coéducation, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est un effort, c'est une dynamique par laquelle les acteurs de l'éducation que nous sommes tous se mettent en cohérence en respectant la place de chacun. Alors, ce n'est pas facile parce qu'il faut se mettre en cohérence. Il ne faut pas mettre l'enfant au milieu, puis tirer chacun d'un côté sur le bras en disant « il m'appartient et donc je vais l'amener de mon côté ». Il faut se mettre en cohérence et respecter néanmoins la place de chacun. Les parents sont les parents, ils accueillent l'enfant dans la société, ils lui transmettent un certain nombre de valeurs, ils prennent soin de lui, ils l'introduisent dans le monde. Les enseignants ont un autre rôle. Ils font rencontrer aux enfants à la fois l'altérité d'autres enfants qui ont d'autres familles, mais aussi la rationalité. À l'école, on est moins affectif, plus rationnel, et on rencontre des savoirs qui se démontrent et dans lesquels il faut entrer parce qu'ils sont rationnels. Les animateurs, eux, ils sont plus centrés sur la prise de responsabilité de l'enfant. Parce que l'enfant qui décide d'aller dans un club de judo, qui décide de faire telle ou telle activité, il va le faire de son propre chef et il va découvrir là l'occasion de rencontrer d'autres enfants, de prendre des responsabilités et de se développer. Et donc la coéducation, c'est l'effort que font l'ensemble des éducateurs pour ne pas s'ignorer, pour se parler un petit peu, ou en tout cas s'écouter, s'entendre, et pour essayer de se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble au service du développement de l'enfant, au service du développement le plus harmonieux de l'enfant,
au service d'un enfant qui doit pouvoir se nourrir de la culture, avoir un corps qui est pris en charge dans des activités sportives, être informé de l'actualité, mais aussi apprendre de l'arithmétique, mais peut-être également faire du bricolage avec son père, ou de la cuisine avec son père et du bricolage avec sa mère, etc., etc. Voilà. Donc pour moi, la coéducation, c'est d'abord une réalité qui est réelle, qui a lieu, et c'est l'effort pour que cette réalité-là se fasse dans l'intérêt supérieur de l'enfant, comme on dit. Pas pour que l'enfant nous appartienne à nous, il m'appartient à moi parent, il m'appartient à moi enseignant, et puis je ne veux pas savoir ce que font les parents, il m'appartient à moi animateur, et puis je n'ai rien à faire de ce que font les parents et les enseignants. Non, l'enfant n'appartient à personne. Il n'appartient à personne. L'enfant est un être en développement qui doit s'appartenir à lui-même progressivement tout au long de son éducation. Et nous autres adultes, on est là pour l'entourer, pour l'aider, pour faire en sorte qu'il se développe le mieux possible, avec le plus d'intelligence possible, le plus de sérénité possible, qu'il comprenne le monde et qu'il se comprenne dans le monde. Donc voilà, c'est mettre en cohérence les actions éducatives au service de l'enfant, la coéducation. Je ne sais pas si cette définition est abstraite ou si elle vous parle, mais pour moi, elle est très importante. Alors oui, elle nous parle tout à fait. Et justement, est-ce que vous auriez des exemples concrets ? Est-ce que vous auriez des pistes sur lesquelles nous mettre pour nous expliquer comment créer justement ces dynamiques, ces liens entre tous ces encadrants et ces encadrantes de manière à ce que l'enfant puisse se développer avec sérénité ? J'hésite à vous donner des exemples parce qu'il n'y a pas de modèle dans ce domaine. On ne peut pas dire là c'est vraiment bien, puis là c'est pas bien. Il y a toute une série de villes qui se sont engagées dans des démarches comme celle-là. Il y a une initiative un peu plus renommée que d'autres qui a émergé en Italie et en Espagne et qui a été reprise en France, qui a été portée sur les fonds baptismaux par mon collègue italien Francesco Tonucci, et qui s'intitule « La ville pour l'enfant ». Mais au fond, ce qu'il propose, c'est que chaque ville, comme votre ville, trouve sa manière de mettre en relation les acteurs éducatifs autour des enfants. Et ce que je trouve très bien dans ce qui se passe ici à l'occasion de ce printemps des enfants, c'est que la coéducation, c'est autour de la parole de l'enfant qu'on la construit. Autour de la parole de l'enfant. On ne construit pas la coéducation en juxtaposant des éducateurs les uns à côté des autres et ils se regardent en chien de faïence. On essaye d'entendre la parole de l'enfant et de mettre en relation autour de l'enfant tous ceux qui s'intéressent à lui et tous ceux qui peuvent contribuer à son développement. Voilà. Alors, après, il y a de multiples manières de s'y prendre. Je trouve qu'ici, il y a de belles initiatives qui sont prises. Demander aux enfants de rêver la ville, demander aux enfants d'imaginer qu'est-ce qui pourrait les aider à vivre mieux dans cette ville, demander aux enfants de réfléchir ensemble à ce que pourrait être leur avenir ici. Tout ça, ce sont des choses que je trouve fondamentales, merveilleuses, et autour de quoi les adultes peuvent se rassembler. Voilà. Il faut, je pense, que nous ayons conscience que l'enfant, c'est notre avenir. Hein. C'est notre avenir. Il nous survivra. Il faut l'espérer. En tout cas, c'est dans l'ordre des choses. Donc, nous serons amenés à disparaître avant lui. Nous avons le devoir de nous mettre au service de cet avenir. Hein. Et je crois que, c'est la phrase d'un grand pédagogue, que serait l'adulte sans l'enfant qui l'aide à s'élever ? Que serait l'adulte sans l'enfant qui l'aide à s'élever ? Hein. Tu veux donner la réponse ? Oui ? Tu as envie de parler ? Non ? Tu lèves quand même. Mais si tu as envie de parler, alors là, tu peux parler. Ça nous fera super plaisir. Ah, tu as raison. Il dit, et c'est très important, comment tu t'appelles ? Donc tu dis, on ne va pas disparaître, on va mourir. Donc c'est vrai, les humains ne vont pas disparaître. En tout cas, pas à court terme, il faut l'espérer. Mais chacun d'entre nous, on va mourir et quelqu'un d'autre va venir
Nos enfants vont venir pour prolonger le monde. Voilà. Et c'est nos enfants qui constituent l'avenir du monde. Et tu as raison de nous dire que nous sommes tous mortels, mais que nos enfants nous survivront au sens où c'est eux qui feront le monde de demain. Et c'est merveilleux que tu aies pu dire ça. Voilà. Donc, pas de modèle, des dynamiques. Hein. Mettre en route les gens, les faire se rencontrer, leur permettre d'échanger autour de quelque chose, et je trouve que c'est très bien de le faire autour de la parole des enfants, et que c'est à cet égard une très belle initiative que celle qui a été prise par Noisy-le-Sec. Alors, on en vient petit à petit au cœur du sujet. On vient petit à petit à parler des adultes qui s'impliquent donc dans l'éducation des enfants, quel que soit leur rôle, quel que soit leur statut. Et du côté des parents, l'école reste encore un lieu assez fermé aux parents. Et pourquoi il faudrait ouvrir les écoles davantage ? On demande aux parents de s'impliquer, on leur demande de participer, mais est-ce que l'école n'a-t-elle parfois pas tendance à les éloigner, les exclure ? Est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce que c'est plus observable ces dernières années ? Est-ce aussi une particularité française ? Il y a beaucoup de questions dans ma question. Oui, il y a beaucoup de questions. Je pourrais faire toute une série de détours pour arriver à vous répondre. Je vous laisse répondre tranquillement. Non, je pourrais faire un détour historique pour expliquer comment l'école française s'est construite un peu contre les parents. Parce que les parents, c'était le patois et qu'il fallait imposer le français. Parce que les parents, c'était l'inégalité et qu'il fallait rendre les enfants égaux entre eux devant leur avenir. Il fallait créer l'égalité des chances. Parce que les parents, c'était la superstition et que l'école devait enseigner la science. Donc elle s'est un peu construite contre les parents. Non pas contre la bonne vieille morale de nos pères, comme disait Jules Ferry, mais contre le fait que l'enfant appartiendrait aux parents. Hein ? Et je pense qu'on peut revenir là-dessus parce que c'est important. Moi, j'ai l'habitude, pour décrire la coéducation, de prendre l'image du trépied. Un enfant a besoin de 3 pieds pour se développer. Il a besoin de ses parents, de ses enseignants, et il a besoin de ses animateurs ou de ses éducateurs, de ceux qu'il va rencontrer dans le tissu associatif, dans le périscolaire, etc. Et chacun est important, mais chacun avec un rôle différent. Les parents, je l'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui donnent à l'enfant une filiation. Ils lui disent, voilà d'où tu viens, voilà qui tu es, nous t'accueillons dans le monde. Nous t'aidons à rentrer dans le monde, à accepter une entrée dans le monde qui est quand même un peu rude. Hein. Naître, c'est très rude. Hein. Parce que vous sortez d'un endroit où vous étiez logé, nourri, blanchi en permanence sans avoir besoin de rien. Et puis vous rentrez dans un monde où vous avez froid, vous avez soif, vous avez faim, vous avez envie que vos parents soient là, ils sont occupés ailleurs. Donc vous êtes toujours frustré. Hein. On dit que c'est le premier trauma. C'est un trauma, je ne dirais pas que c'est un trauma, mais sortir du ventre de sa mère pour accéder au monde, c'est entrer dans un univers où on n'a pas la satisfaction tout de suite. Hein. J'ai faim et ma maman n'est pas là. Bon, c'est pas qu'elle m'aime plus, mais elle n'est pas là parce qu'elle a autre chose à faire ou parce qu'elle est un peu en retard, etc. Et donc il faut que l'enfant entende. Ma maman m'aime toujours, j'ai la promesse qu'elle va arriver, son retard n'est pas une trahison, parce qu'elle m'aime, mais je vais en quelque sorte apprivoiser mon inquiétude, ma peur, mon angoisse, parce que je suis certain que ma mère, mon père, sont pour moi des êtres qui prennent soin de moi, qui assurent ma sécurité physique, qui me soigne, etc., etc. Voilà, le rôle des parents, c'est cela. C'est donc d'être présent comme une promesse, pas toujours comme une réalité. Hein. On ne peut pas être présent toujours comme une réalité. On travaille, on a des tas de choses à faire, on a parfois plusieurs enfants, on ne peut pas être toujours là à côté, mais il faut être une promesse. Promettre qu'on ne laissera pas tomber l'enfant. À tous les sens du terme. On ne laissera pas tomber par terre, on ne laissera pas tomber s'il a besoin de nous, on ne laissera pas tomber s'il a soif, s'il a faim. Il faut que l'enfant y vive et qu'il naisse, qu'il grandisse dans un univers
que nous appelons dans notre jargon sécure, c'est-à-dire où il sait qu'il est en sécurité, que les choses, ça peut être un peu compliqué, un peu difficile, mais il est en sécurité parce que la promesse de cette sécurité est là. Et on sait que les enfants qui, malheureusement, ne bénéficient pas de cet environnement familial sécure, ça va être plus compliqué pour eux. Ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile et ils vont devoir reconstruire ça dans leur vie. Donc les parents, ils ont ce rôle. Ils ont évidemment le rôle de transmettre les fondamentaux du langage par lequel les enfants s'expriment. Et ce langage, ils vont se mettre à le pratiquer sans attendre que l'enfant sache parler. Parce que si nous attendions que nos enfants sachent parler pour leur parler, ils ne parleraient jamais. Donc il faut leur parler avant qu'ils sachent parler. Donc il faut toujours traiter les enfants comme s'ils étaient capables de plus que de ce dont ils sont capables. Si je parle à un enfant comme à un bébé jusqu'à ce qu'il sache parler, il restera un bébé. Il va falloir que je sois toujours un peu en avance sur lui et que d'une certaine manière, j'anticipe toujours un peu sur son développement. Les parents, ils ont ce rôle-là, c'est un rôle inestimable. Mais ce rôle, il ne peut pas suffire. Il ne peut pas suffire parce que la famille, c'est une communauté qui fonctionne plus ou moins bien, mais qui a ses règles, son code, ses habitudes, son idéologie qui sont à elle. Et il va falloir que l'enfant découvre qu'il y a d'autres enfants, que ces autres enfants vivent autrement que lui, ont une autre famille qui a d'autres manières de concevoir le monde, de s'exprimer, etc. Et l'école, c'est d'abord ça. On va apprendre, mais à l'école, on va apprendre ensemble. Et le fondement de l'école, c'est pas simplement apprendre, c'est apprendre ensemble. C'est apprendre avec d'autres enfants, en étant appelés ensemble à partager les mêmes savoirs. On vient chacun d'un univers différent, mais on va partager les mêmes savoirs. C'est quand même extraordinaire. Et comme on partage les mêmes savoirs, on va pouvoir faire une société ensemble. C'est ça le rôle de l'école. Ce n'est pas le rôle des parents, c'est un autre rôle. Donc il y a une rupture entre la famille et l'école. Il y a une rupture. Il est nécessaire que l'enfant découvre un autre univers que la famille, avec d'autres enfants, et qu'il découvre que ces autres enfants, ils ne lui ressemblent pas forcément, mais il peut partager des choses avec eux, même s'ils ne lui ressemblent pas, et j'ajoute, parce que c'est très important, même s'ils ne les aiment pas. C'est très important. Il faut que nous apprenions à vivre même avec les gens que nous n'aimons pas. Et l'école, c'est aussi un lieu où on va apprendre à vivre comme ça. Avec des gens qu'on n'aime pas, mais on partage quand même avec eux des choses. Comme on sera amené plus grand à partager la société avec des gens qu'on n'aime pas forcément, mais avec lesquels il faudra faire une société ensemble. Donc le maître, la maîtresse, ils ont un rôle essentiel, qui est d'introduire l'enfant dans l'altérité. L'altérité, c'est-à-dire la découverte des autres personnes, mais aussi des autres langages. Pourquoi on apprend une langue étrangère à l'école? Parce qu'on apprend une autre langue que la langue de la famille. On apprend aussi que la géographie ne se limite pas à ma maison, à mon immeuble, à mon quartier, mais qu'il y a un monde autour, qu'il y a un univers dont nous sommes partie prenante. Donc l'école, c'est cet apprentissage-là et il est nécessaire. Mais je dis toujours, il y a un troisième pied, au trépied. 2 pieds, ça ne suffit pas. On ne fait pas un tabouret qui tient debout avec 2 pieds. Il faut un troisième pied. Ce troisième pied, c'est tout le secteur associatif, celui des loisirs, les colos, tous ces lieux où on va pouvoir prendre des responsabilités. Bien sûr, on en prend en famille, bien sûr, on en prend à l'école, mais là, c'est complètement différent parce qu'on va être associé aux décisions collectives que l'on prend. À l'école, on ne choisit pas le programme. Et on ne peut pas le choisir parce qu'on partage les mêmes savoirs. Peut-être qu'à la colo, on peut associer les gamins, et il le faut, à la prise de décision sur un certain nombre de choses, et c'est important de le faire. Il y a des lieux comme ça dont l'enfant a besoin.
Parce qu'il a besoin de travailler avec ses pairs et avec, allez, on va dire, on va utiliser le jeu de mots, des ex-pairs, P-A-I-R, des anciens pairs, des anciens qui étaient comme lui. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des animateurs, des animatrices, qui soient souvent des jeunes adultes, avec qui l'enfant peut parler et dire des choses qu'il ne dirait pas ni à son papa, ni à sa maman, ni à son instituteur, ni à son institutrice. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on peut dire à des gens comme ça qui sont pas encore complètement du côté des autorités, mais qui sont plus du côté de l'enfance. Ils sont un peu dans l'entre-deux. C'est un peu ce qu'on disait dans l'ancien temps du rôle de l'oncle ou de la tante. Hein, vous savez, le psychanalyste Lacan disait, l'oncle c'est le père sans le pire. Hein, c'est assez joli, je trouve. On ne peut pas dire à son père, j'ai raté mon contrôle de maths parce que je pensais à ma copine. Le père, en général, on peut encore moins le dire à son prof de maths. On peut le dire à l'oncle, qui a une oreille, puis on peut parler avec lui, et puis il se passe des choses, voilà. Et puis on peut partir en vacances, en colo, ou en classe transplantée avec des animateurs, on peut aller faire du sport, on peut aller faire du théâtre, on peut être dans un club humanitaire, etc. Et là, on va pouvoir faire des choix, prendre des décisions collectives, s'exprimer, et se former. Et les trois niveaux, les trois pieds du trépied, les parents, les enseignants, tout le monde de l'animation, ils vont se compléter. Et je vais même vous dire quelque chose, mais il ne faut pas trop le répéter aux enfants. Je trouve pas mal que les enfants jouent un peu entre les adultes. C'est-à-dire qu'ils aient différents adultes autour d'eux, quoi. Hein? Ils ont leurs parents, mais ils ont leurs enseignants qui parfois contredisent leurs parents, c'est pas mal. Hein, et puis, ils ont des animateurs qui ne sont pas tout à fait sur la même posture non plus. Il faut que chacun des trois soit bienveillant et exigeant à la fois, mais que chacun des trois reste dans sa fonction. Hein, les parents prennent soin, accompagnent dans le monde. Les enseignants ouvrent des horizons et enseignent des savoirs d'une manière progressive et rationnelle. L'animateur ou l'animatrice construit un espace-temps de vie collective avec les enfants où il apprend à prendre une décision et à faire société d'une manière autonome dans des conditions extraordinaires. Voilà. Je pense que ces trois lieux se complètent bien et que si les trois partenaires se parlent, ils peuvent se dire au fond, chacun en restant fidèle à ce que l'on est, on peut contribuer à ce que les enfants soient à la fois plus éduqués, plus libres et plus solidaires. Et donc on peut se donner des finalités communes en respectant des spécificités en termes de rôle ou de fonction, plus exactement, auprès des enfants. Voilà. Je crois que là, on peut dire ça. Alors c'est simplificateur parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres acteurs. Hein. Aujourd'hui, moi je considère qu'il faudrait vraiment interroger le rôle éducatif des médias. Je pense que c'est scandaleux que le service public de l'audiovisuel, par exemple, ne fasse pas un travail éducatif plus sérieux que ce qu'il ne fait. C'est scandaleux que les grandes chaînes télévisées n'aient pas des journaux d'actualité quotidien à destination des 5-10 ans et des 10-15 ans qui décryptent l'actualité pour eux. Je pense que c'est scandaleux qu'on ne mandate pas les grands médias pour qu'ils aient une responsabilité éducative. Et je pense qu'il y aurait un vrai travail à faire pour cela. Je pense que c'est très important que dans la ville, et ça, c'est ici, je crois, un enjeu fort, les élus aient aussi cette implication dans le fait que la ville est un écosystème qui peut être éducatif ou qui peut ne pas l'être. Une ville où le gamin, en sortant de l'école, il doit en permanence courir entre les bagnoles, c'est quand même moins éducatif qu'une ville où on a sécurisé l'espace à la sortie de l'école. Hein. Bon. Une ville où le gamin... bon, je ne dis pas que c'est facile, hein,
Je dis que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. Une ville où le gamin il peut aller cultiver un potager, c'est pas tout à fait pareil qu'une ville où on l'oblige à tourner en rond sur des tourniquets. Hein? Un potager, c'est important parce qu'on y apprend des choses qui, mine de rien, sont essentielles dans l'éducation. Par exemple, que c'est pas en gueulant sur les tomates qu'on les fait pousser plus vite. La découverte que c'est pas en gueulant sur les tomates qu'on les fait pousser plus vite est une découverte essentielle. Hein? Ça veut dire qu'il faut respecter la nature pour pouvoir lui commander. Et que la colère et la violence ne peuvent pas diriger le monde. Je peux piétiner les tomates, ça ne les fera pas pousser plus vite. Hein? Au contraire, je vais les tuer et je n'aurai plus de tomates. Donc il y a un apprentissage à faire là. Hein? Et on voit bien que avoir la possibilité de comprendre comment on peut cultiver un potager, c'est fondamentalement éducatif aussi. Donc ça participe totalement de cette coéducation. Merci beaucoup Philippe. Voilà, Mérieux. je m'arrête. Non mais c'est passionnant, on pourrait vous écouter des heures, mais j'aimerais bien aussi entendre Monsieur le maire à propos... je m'excuse, j'ai fait le détour, mais je n'ai pas répondu à la question. Sur l'ouverture de l'école aux parents. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Oui, prenez à boire. Non, quand je dis chacun est dans son rôle, ça ne veut pas dire qu'on s'ignore. Voilà. Ça veut dire que les trois instances éducatives, les trois pieds du trépied, se respectent, se connaissent et font l'effort de s'ouvrir aux autres. Pas de mettre les autres en accusation, mais de s'ouvrir aux autres pour que les autres découvrent ce qu'ils font. Autrement dit, les parents, ils peuvent, comme vous le disiez, quand on leur demande de s'impliquer, se dire mais c'est pas notre job. C'est pas notre job, c'est vrai. Mais je peux, moi, à l'école, dire aux parents, je vous accueille pour que vous compreniez ce que je fais. Et que vous ne soyez pas dans cette attitude qui consiste à dire s'il est un échec scolaire, c'est à cause de ses parents. Pas plus qu'il faut que les parents disent s'il est un échec scolaire, c'est à cause de ses profs. Il est un échec scolaire parce qu'il est dans un écosystème qui n'est peut-être pas assez équilibré. Et l'écosystème, c'est tout. C'est les parents, c'est les profs, c'est l'éducateur, c'est tout le monde, l'écosystème. C'est aussi les médias, etc., etc. Et donc, si on est le couteau sous la gorge, ouais, les parents, il faut aller à l'école, il faut participer, etc., moi, j'y crois pas bien. Si on vous accueille pour vous montrer ce qu'on fait, on vous accueille parce que vous avez droit à comprendre ce qu'on fait. Alors là, on enclenche une dynamique qui est d'une autre nature. Voilà. Je n'ai pas été trop long, mais vous m'aviez posé cette question, donc je voulais quand même ne pas m'y dérober. Vous y avez très bien répondu, merci. Monsieur le maire, on en vient à vous. Vous avez fait de l'éducation et de l'accès aux droits une des priorités de votre mandat. Et la question que je voulais vous poser, c'est que peut une ville, en tout cas une mairie, en matière d'éducation, et comment vous voyez concrètement cette coéducation dans la ville de Noisy-le-Sec ? Alors, avant de commencer, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, je voulais remercier Philippe Mérieux d'avoir répondu présent à notre invitation. Je voulais remercier les services et Julie Grunbaum d'avoir organisé à la fois ce printemps des enfants, mais cette initiative. Et je voulais vous remercier, vous, d'être présent dans vos singularités et puis dans votre diversité, puisque je vois qu'il y a des parents, il y a des enfants, il y a des enseignants et il y a des agents municipaux dans leur diversité également, que ce soit des agents techniques ou des animateurs. Donc je vais vous remercier d'être là et je pense que c'est essentiel parce que c'est le but, c'est l'échange et c'est s'enrichir mutuellement. Et comme vous avez posé des questions après, je pense que vous enrichirez le débat. Alors quel rôle peut jouer la municipalité ? Alors, pour moi, ça va être un peu compliqué tout de même parce que, comme vous l'avez dit, j'ai été enseignant 38 ans. Et en 11 mois, m'extraire de ma posture et de ma pensée d'enseignant pour dire ce que je souhaite faire en tant que maire, c'est un peu compliqué. Donc, je vais essayer de ne pas mélanger les genres, mais je ne peux de toute façon, et je pense que c'est un des avantages, puisque
Julie Grunbaum et moi portons ce projet. Et c'est intéressant parce que Julie était représentante de parents d'élèves et moi j'étais enseignant. Et donc, puisqu'on parlait de complémentarité tout à l'heure, Philippe, eh bien, je pense que nous sommes dans une parfaite complémentarité pour traiter cette question de l'éducation au niveau communal. Donc, je pense que Philippe Mérieux en a dit beaucoup, donc ça va être compliqué pour moi de m'inscrire dans cette réflexion. En revanche, je pense que la municipalité peut contribuer à rendre à la fois les publics, puisqu'il a beaucoup parlé des publics, les espaces et les moments. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de rendre tout cela conciliable, d'agir dans la complémentarité des uns et des autres. Et nous, je pense, et je sais que Julie est d'accord avec moi là-dessus, que nous avons un rôle de facilitateur, d'accompagnateur, de rendre conciliable et de faire se rencontrer ces différents acteurs de l'éducation de l'enfant. Parce que l'éducation, comme l'a dit M. Mérieux, l'éducation ne se limite pas à l'école. Et nous, on a vocation à émanciper. C'est-à-dire qu'on a un véritable rôle politique à jouer. Quand je répète souvent, parce que j'y suis très attaché, la formule changer Noisy, c'est plus que changer la France, c'est changer le monde, c'est qu'on a un rôle émancipateur, et si on veut permettre aux individus de s'émanciper, eh bien on doit commencer par l'éducation, parce que l'éducation est la base de tout. Si on prend notre ville, et que on parlait tout à l'heure de la sortie des écoles, je sais que c'est crucial, mais qu'est-ce qui se passe à la sortie des écoles ? La première des choses, c'est l'incivilité des parents, pardonnez-moi, qui viennent déposer leur enfant, et puis qui vont cumuler les voitures, et puis qui vont se disputer devant l'école parce qu'il n'y a plus assez de place. Donc si on travaille avec les parents, avec les enfants, toutes ces questions de l'éducation, eh bien je pense que nous rendrons notre société meilleure. La question des déchets, la question de l'environnement. Alors, vous avez bien sûr évoqué le jardin potager. J'y suis très attaché. Je suis très attaché à l'environnement, et ce qu'on a travaillé nous dans l'école, c'est parfaitement cela. C'est-à-dire qu'on considérait aujourd'hui qu'un adulte a une sensibilité particulière à la question de l'environnement, c'est une chose. Maintenant, permettre à l'enfant d'aujourd'hui de s'approprier cette question de son environnement, de la nature, de l'être dans la nature, de l'homme et de ses conséquences, la conséquence de ses actes dans la nature, eh bien c'est encore plus important. Donc nous, notre rôle, il se situe véritablement là, je pense, c'est que faciliter les différents acteurs, faciliter la rencontre de ces différents acteurs, et vous avez cité les animateurs, bien évidemment, mais moi je tiens aussi à citer les agents techniques. C'est-à-dire que dans une école, et je m'y suis attaché lorsque j'étais directeur, c'est que tout le monde jouait son rôle. La gardienne joue son rôle. L'agent technique de restauration, puisque Julie vous le dira, c'est quand même 3000 enfants, plus de 3000 enfants qui mangent à la cantine chez nous. Eh bien ces enfants, sur le temps de restauration, puisque nous voulons en faire un moment éducatif crucial, c'est ce moment, alors je l'ai vécu, donc je sais parfaitement de quoi je parle, c'est que ce moment est crucial, mais il est crucial également pour les instituteurs qui récupèrent les enfants l'après-midi dans la classe. Il est crucial parce que c'est un moment où les enfants vont rencontrer des ATSEM, vont rencontrer des agents techniques, vont rencontrer des animateurs, parfois vont rencontrer des enseignants quand ils continuent de faire la restauration scolaire. Et donc ce moment se prête véritablement à de l'éducation. Et comprendre ce que l'on mange, pourquoi, comment ça se fait, comment on va traiter les déchets, comment on va réduire le gaspillage alimentaire. Enfin, c'est un vrai moment éducatif. Donc voilà le rôle que l'on peut jouer. Je ne veux pas en dire de trop, mais j'espère avoir répondu à une partie de votre question. Oui, complètement. On est sur un territoire un peu particulier. Nous sommes en Seine-Saint-Denis, un département très pauvre qui souffre d'un manque de moyens flagrant dans beaucoup de domaines. Je vais même donner un chiffre. En 2018, un rapport parlementaire indiquait qu'en moyenne, un enfant du 93 perd 1 an de scolarité à cause du non-remplacement des enseignants et enseignantes. De ce fait, est-ce d'autant plus important de promouvoir la coéducation sur notre territoire ? Oui, je pense que c'est indispensable. Alors, on ne peut pas prêter à l'école et à l'éducation nationale les difficultés de l'échec d'un système. Monsieur l'inspecteur est là, donc ça sera là. Non, bien sûr,
j'étais enseignant, j'étais syndicaliste, donc je connais les failles du système éducatif. Simplement, l'école ne peut se dissocier d'une société dans laquelle elle évolue, qui est basée sur un système de classe. Et dans ce système de classe, malheureusement, eh bien, il y a des classes qui dominent, des classes qui sont dominées. Et nous, en Seine-Saint-Denis, on fait plutôt partie de la deuxième catégorie. Et donc, le rôle de la commune, de l'éducation nationale, eh bien, c'est de contribuer à, pas gommer, mais à réduire ces inégalités pour faire en sorte d'amener nos enfants au maximum, à l'excellence. Et à cela, je tiens à dire qu'on s'est habitué un petit peu en Seine-Saint-Denis à avoir quelques pôles d'excellence, c'est-à-dire sortir un ou deux élèves d'une classe ou une classe. Eh bien, je pense que non. Je crois qu'Henri Vallon disait quelque chose comme ça, le privilège doit être le sort commun. C'est ça, c'est que l'excellence, elle doit être pour tous, y compris en Seine-Saint-Denis. C'est ce pourquoi on doit se battre. L'éducation nationale, je sais que les enseignants le font. Je sais que les inspecteurs qui sont convaincus, qui œuvrent ici, savent le rôle que joue l'école. Mais nous, en tant que commune, nous avons notre place. Vous parliez tout à l'heure des colonies de vacances. Eh bien, c'est vrai que pour nous, c'est un moment essentiel que nous allons développer dans notre projet éducatif global, parce que ce moment qui est un moment de détente doit être aussi un moment d'émancipation, je l'ai dit tout à l'heure, d'éducation. Et il est trop devenu ce moment un moment de loisir. C'est-à-dire que les vacances, même les colos, ne sont plus des centres de vacances, mais sont des lieux où on se déplace et où on va consommer soit du parapente, soit... Enfin, voilà, on consomme. Et je pense que ces moments sont cruciaux parce que nous venons dans la complémentarité de ce que fait l'éducation nationale. Et réduire les inégalités, je ne sais pas si le terme est précis. En tout état de cause, nous avons une population qui est exclue de certains pans de l'éducation. Donc nous devons parvenir, tenter d'amener l'excellence, quoi. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je passe à Julie Grunbaum, qu'on n'a pas entendu. Juste, pardonnez-moi, je fais comme monsieur Mérieux, je reviens sur ce que j'ai dit. Non, une chose importante, c'est qu'on est dans la complémentarité. Hein. Tout à l'heure, vous parliez de cohérence. Je pense que j'ai parlé d'espace conciliable. Et je pense que nous sommes véritablement dans la complémentarité, à la fois du rôle que jouent les parents, du rôle que jouent les animateurs, du rôle que jouent les enseignants. Donc c'est cette place que nous devons trouver. Et c'est en travaillant ensemble qu'on y parvient, parce que sinon, en effet, nous pouvons être les uns et les autres très maladroits. Merci, c'était une super conclusion. Mais on pourra reconclure ensemble plus tard. Julie Grunbaum, le thème de ce printemps des enfants, c'est la pause de midi. Pourquoi avoir choisi ce thème et dans quel but ? J'ai rien à dire, il a déjà tout dit, il vient d'y répondre. Donc la pause méridienne, c'est celle qui réunit l'ensemble des adultes avec des temps de transmission. Et puis ça nous paraissait tout simplement évident, puisque c'est le moment où les enfants traversent le temps scolaire. Alors c'est assez amusant, parce que celles et ceux, et il y en a quand même quelques-uns qui m'ont déjà entendu, je fais une parenthèse, Monsieur Mérieux parle de tranche napolitaine. Moi j'ai répété depuis 10 mois, l'enfant n'est pas un saucisson qu'on coupe en tranches. Donc ça me fait plaisir, parce qu'au moins on retrouve les mêmes métaphores. Mais donc sur la pause méridienne, c'est typique. Voilà. Julie est bec salé. Bec salé, voilà. Donc du coup, voilà, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'il quitte un temps d'apprentissage pour aller se défouler dans la cour, pour aller manger, etc., etc. Voilà, ça nous paraissait évident. Et puis, quoi d'autre ? Non, j'aimerais rajouter sur la complémentarité un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est ce que j'appelle l'apprendre autrement. C'est-à-dire que dans mon cœur de métier, qui est la direction de la photographie, c'est un cheminement. On commence par en bas de l'échelle, hein, système extrêmement capitaliste, un plateau de cinéma, et très hiérarchisé, et puis on gravit les échelons. Mais parallèlement à ce système comme cela, il y a eu très longtemps, et il y en a encore, la notion du compagnonnage et de la transmission. Justement, typiquement, avec des gens qui sont vos pairs, mais qui sont vos pairs un peu plus loin. Et cette transmission, ce pas de côté que j'ai trouvé dans le cinéma, j'essaye d'apporter cet éclairage-là aussi,
sur la construction du projet éducatif de la ville. Apprendre autrement, par l'éducation artistique, par le sport. C'est un espèce de pas de côté. Et moi, j'ai jubilé d'être prof sans être au sein de l'éducation nationale. Voilà, c'était fantastique, parce que j'avais affaire à de jeunes adultes. J'étais l'adulte, donc la passeuse. D'ailleurs, j'aime bien ce mot, de passeuse de savoir ou de film. Et je pouvais faire ce pas de côté, puisque ce que je transmettais, c'était une pratique. C'est par le faire. Hein, c'est faire. On dit faire du cinéma, on dit fabriquer un film. Donc on est dans la main, et c'est avec la main que se structure l'esprit, comme disait quelqu'un que j'aime bien, qui a été beaucoup dévoyé, la grande Maria. Et voilà. Donc je trouve que c'est très complémentaire. Et puis surtout, on a des équipes éducatives dans la ville voilà, que j'apprends à connaître de jour en jour, et ça fait plaisir de voir la salle pleine. Ça faisait extrêmement plaisir d'être sur le temps de travail qu'il y a eu avec M. Mérieux et les équipes. Voilà, la pause méridienne, c'est ça, c'est mobiliser tout le monde autour de l'enfant, avec une cohérence. Voilà, c'est ça, peut-être avec une vision commune. En tout cas, proposer une vision commune de ce que c'est qu'un enfant. Et je pense que ce qui nous réunit, c'est ça, c'est-à-dire un être humain de la même nature que nous, adultes. Donc ça veut dire que si nous, on n'aime pas être humiliés, l'enfant non plus, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est une notion de consentement aussi. Il y a aussi cette notion qui se ramène à ce que vous dites. Alors le consentement, alors là, comment vous dire? Vous me lancez sur une pente extrêmement très très savonneuse, parce que là je vais m'y engouffrer. Comment est-ce qu'on peut lutter contre un impensé sociétal qui est l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, quand on structure une société sur un rapport des adultes à l'enfant qui, parce qu'on veut le protéger, parce qu'on a peur, parce que, on va systématiquement présupposer de son désir, présupposer de est-ce qu'il a faim, de ses besoins, pardon. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il faut qu'il prenne son bain maintenant ou pas? Et donc on construit une éducation, toute l'éducation, et c'est bien normal, hein, parce que c'est épuisant les enfants. On construit, et qu'on n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes désirs au même moment. Donc forcément, en tout cas je parle de l'expérience parentale. Après, quand on est en posture éducative, justement, c'est ça qui change. On n'est plus dans le même type de rapport. Mais on construit notre rapport aux enfants, finalement, sur un non-consentement de leur part, bien des fois, tout en voulant bien faire. Donc le jour où l'enfant est confronté à une situation où, pour se protéger, il doit dire non, comment faire? Puisque chaque fois qu'il a dit non, on lui a expliqué que, si, en fait. Si, je t'assure, t'as faim. Voilà. Il ne fallait pas me poser la question, hein. Excusez-moi. Non, c'est bien. Continuez. Donc, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. Donc sur la pause méridienne, voilà, j'ai répondu. Absolument. Alors la coéducation. Moi, j'ai découvert ce texte en tant que militante FCPE. Et j'étais tellement heureuse de le voir dans les textes de l'Éducation nationale quand je l'ai vu inscrit en toutes lettres. Donc je remercie M. Mérieux et toutes celles et ceux qui ont lutté pour que ce soit inscrit dans les textes. Ça permet de s'appuyer dessus. Parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple, en fait. Et je dis ça de là d'où je parle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai vécu, moi, un sentiment d'exclusion, c'est bien normal. La maternelle, qu'est-ce qui se passe? On monte dans la classe, on rencontre l'enseignante, et puis tout d'un coup, au CP, plaf, terminé. Fini. Pour peu qu'on ait un peu Vigipirate, la grippe H1N1 ou tout le reste, clac, la porte se ferme. Et c'est nécessaire. Comme l'expliquait M. Mérieux, bien sûr que c'est nécessaire, cette séparation d'avec la sphère familiale. Mais qui dit séparation, normalement, doit dire retrouvailles. Et doit dire temps de partage et d'échange. Donc, sur la coéducation, en tout cas, je pense que c'est l'enjeu, pour moi, du projet éducatif global qu'on propose. C'est que toutes les personnes qui sont au sein de l'école ou dans les structures municipales de la ville s'en emparent. Parce que, en tout cas, je crois à
à l'exemplarité, tout simplement. C'est-à-dire que je crois que n'importe quel adulte, en fait, face à un enfant, est automatiquement identifié par l'enfant comme l'adulte, comme la grande personne. Donc forcément, il est en posture, il est un exemple de ce que va être l'adulte. Et comme les enfants ont cette capacité exceptionnelle d'absorber et de comprendre et d'entendre sans aucun besoin de décoder le langage, ils le sentent, ils le perçoivent bien plus que nous. Donc ils absorbent tout ce qui se passe à l'intérieur des écoles, aussi bien les tensions que les complicités, au sein des écoles comme ailleurs. D'ailleurs, les rapports qui sont faits sur le climat scolaire au sein des écoles prouvent à quel point ce climat scolaire est fondamental dans la réussite de tous les enfants. Et ce climat scolaire, on y participe toutes et tous, évidemment au sein des écoles, et après, c'est sur les autres sphères où on peut justement faire ce pas de côté, amener l'enfant vers des responsabilités, vers des choix, etc., etc. Et sur les agents techniques, j'aimerais rajouter que les rapports sociaux ne sont pas traversés que par un concept de classe, hein. Ils sont traversés aussi par des concepts de genre et par un mot tabou qui est le concept de race au sens, attention, guillemets, bien choisi. Autrement dit, on est quand même dans des écoles où la majeure partie de celles qui prennent soin sont des femmes, qui viennent de partout dans le monde, n'est-ce pas? Monsieur Mérieux parlait du patois, certes, mais là on est passé à une ville-monde, donc on parle toutes les langues, et Dieu merci, puisque c'est une richesse, j'en suis intimement convaincu. Donc faisons place à toutes ces langues, faisons place à toutes ces cultures, et construisons la nôtre ensemble. Voilà, je crois à ça. J'espère que, voilà, aussi patiemment que je peux, j'y apporterai voilà, ma pierre. Et sur le soin, encore une fois, on parle comment dirais-je, d'autonomie, n'est-ce pas? Comment promouvoir une autonomie qui ne soit pas, comment dirais-je, compétitive ou chacune ou chacun pour soi? Une autonomie, mais qu'est-ce que ça veut dire une autonomie? Monsieur Mérieux nous le disait tout à l'heure, on est au monde dans une fragilité extrême. Il n'y a pas d'autonomie sans dépendance. Il n'y a pas de force sans fragilité, sans vulnérabilité. C'est impensable. D'accord? Donc ces fragilités qui existent, certains sont plus vulnérables. Et notre boulot d'élus, c'est de construire les solidarités, d'aider à construire ces solidarités. Je ne sais pas si je ne me suis pas perdu en route, mais j'avais tellement envie de parler de tout ça que voilà. Moi, je voudrais insister sur un point, parce que, aussi bien dans ce qu'a dit Monsieur le maire que dans ce que vous venez de dire, il y a quelque chose qui est très exceptionnel et, à mon avis, absolument déterminant. C'est l'implication dans la coéducation des personnels techniques, des agents de service. Ce sont des gens qui, le plus souvent, sont exclus de la coéducation. Les enseignants eux-mêmes ont tendance à les considérer comme un peu à l'écart. Je dis un peu, je ne dis pas complètement, et puis pas les enseignants qui sont présents ce soir, évidemment. On sait bien que les gens qui viennent à ce type de conférence, bon, ils sont déjà convaincus de ce que nous allons dire. Et c'est normal et c'est bien. Mais il faut nous donner un objectif dans ce sens-là, et c'est pour ça que le travail avec les collectivités territoriales qui ont la responsabilité de ces personnels, alors la ville pour l'enseignement primaire, le collège, vous allez lire dimanche votre conseil départemental, ne vous trompez pas, il a des responsabilités ce conseil départemental, hein. En particulier au niveau du collège, hein. Le conseil régional au niveau du lycée. Il est très très important que ces personnels ne soient pas vécus comme des sortes de subalternes, voire anonymisés, comme des sortes de sous-prolétaires qui seraient au service d'une élite de l'éducation, que seraient les parents, les professeurs et les animateurs. Puis les autres, non, ce sont des gens qui sont de plein droit, qui côtoient l'enfant. Et pour avoir fait des travaux sur les collèges, je n'en ai pas fait sur l'école primaire, mais sur les collèges, je peux vous dire que la qualité d'un chef cuistot dans un collège, c'est aussi déterminant sur la réussite scolaire et sur la violence dans le collège que la qualité du conseiller principal d'éducation. Ce qui ne veut pas dire que le conseiller principal d'éducation n'est pas important. Ce qui veut dire que le chef cuistot est important et que la femme de ménage est décisive. Et qu'un enseignant
ne peut pas faire un cours d'éducation morale et civique où il explique que tous les hommes naissent égaux en dignité et en droit, et considérer la femme de ménage comme une ombre qui passe à qui on ne dit pas bonjour. C'est pas compatible. Voilà, je le dis très fermement, c'est vraiment un point qui, à mes yeux, est très, très important. Et je vais en rajouter une couche sur le genre, puisqu'on sait pertinemment qu'au sein des écoles, en tout cas primaires, celles qui ont en charge le soin sont des femmes. Et le soin, c'est ce qui permet à la société de survivre à elle-même. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de soins, eh ben on crève tous. Si on ne s'occupe pas des vieux, si on ne s'occupe pas des bébés, si on ne change pas les couches, si on n'apprend pas tout ça, l'hygiène, le ménage, ranger, faire à manger, aider à manger, eh ben si on ne fait pas tout ça, il n'y a plus de société. Mais on est dans une société qui est structurée à l'envers. C'est-à-dire que le soin, il est là, n'est-ce pas? Tout en bas. Voilà. Il n'est pas valorisé. Il n'est pas valorisé sur le plan salarial. Il n'est pas valorisé sur le plan symbolique. Il n'est pas valorisé jamais. Voilà. Donc remettons ça, nous, on peut le faire. Enfin, en tout cas, je m'y efforce. de le valoriser, de le porter. Voilà. Ça fait partie vraiment des enjeux politiques du projet éducatif global. Si on veut dégenrer, excusez-moi, parce qu'on a beaucoup parlé de l'échec scolaire des garçons, donc si à un moment donné on veut travailler le rapport à l'instruction, il faut peut-être commencer par, comme le disait M. Mérieux tout à l'heure, faire en sorte que dans les classes de maternelle, ce soit les garçons qui rangent de temps en temps et les filles qui sortent courir. Parce qu'en fait, le quotidien, c'est l'inverse qui s'y passe. Voilà. Donc si on veut à un moment donné une société égalitaire, il va falloir des hommes qui prennent soin. Il va falloir des écoles maternelles à parité. Il va falloir des équipes d'animatrices et d'animateurs qui s'engagent dans ce combat-là. Sinon, on aura beau lutter, on n'y arrivera pas, puisque l'exemple sociétal qu'on propose, les microcosmes que sont les écoles ou les centres de loisirs qu'on propose à nos enfants, sont le reflet parfait de toutes les dominations qu'ils trouvent à l'extérieur. Donc si on arrive à construire ces espaces de façon plus égalitaire, alors on aura peut-être une chance que nos enfants accèdent à leur liberté. Merci. Merci beaucoup, Madame Gruneau. C'est tout à fait juste. Et avant qu'on conclue avec une dernière question, il me semble que, Monsieur le maire, vous aviez une dernière intervention. Non, pour compléter, parce qu'on parle de coéducation, mais alors avant ça s'appelait coopération, collaboration, peu importe, mais je pense qu'il y a un élément qu'on n'a pas suffisamment évoqué, c'est la co-construction de cette coéducation, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas indépendamment les uns des autres. Et l'expérience qu'on a eue, nous, sur notre école, c'est quelque chose qui était encore évolutif, largement perfectible, mais on l'a mené sur 17 ans. Et donc, c'est important parce que ça se tisse, c'est prendre confiance en l'autre. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, mais prendre confiance en l'autre. Et quand M. Mérieux parlait d'altérité, c'est déjà les adultes entre eux, les parents avec les enseignants avec les animateurs. Vous avez évoqué le plan de tomate. Alors pour moi, c'est important parce que le plan de tomate, justement, eh bien, lorsqu'il est semé par les enseignants et les enfants quand ils travaillent en classe, s'il n'y a pas les animateurs au mois de juillet, au mois d'août pour récolter les tomates, vos tomates, elles ne servent à rien. Et donc, on n'est pas allé au bout de quelque chose. Donc, je pense que c'est révélateur, ce plan de tomates. Eh bien oui, tout le monde peut participer à ce plan de tomates. Et pour que l'enfant il soit de la graine, on va dire de la fourche à la fourchette, de la graine à l'assiette, eh bien, il a besoin de tout le monde. Et là, ce serait une réussite. Et si on ne co-construit pas cette coéducation, je pense que ça aura un caractère artificiel, comme l'ont été les rythmes scolaires et l'aménagement du temps de l'enfant. C'est ça que ce sur quoi je voulais insister, c'est que ça aurait pu être quelque chose d'exceptionnel. On a enfin réfléchi à l'enfant et comment se situait-il dans son temps. Bon, de toute façon, je pense que personne n'avait la bonne réponse, parce que ce sont les rythmes sociaux qui priment sur le rythme de l'enfant. Peu importe, mais en revanche, ça aurait été une bonne expérience pour prendre le temps de, à travers cette expérience pédagogique et de co-éducation, eh bien, permettre de faire évoluer les choses. Ça a été un échec et je pense qu'on en porte tous plus ou moins la responsabilité, mais c'est vraiment cette notion de co-construction si on veut être dans la co-éducation et apprendre à se connaître mieux les uns les autres.
Merci beaucoup Olivier Sarah Bérouz. On peut conclure ensemble sur une dernière question et puis juste après on pourra passer aux questions du public. Le slogan, ça va reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit ces dernières minutes, mais je pense que c'est important de revenir vraiment là-dessus. Le slogan de ce printemps des enfants, c'est « Parlons à égalité entre petits, petites, grands et grandes ». Mais est-ce vraiment possible et souhaitable de parler à égalité entre adultes et enfants? Si oui, pourquoi et comment? Je trouve que cette question, elle suit bien après ce que vous avez dit, Madame Grunbaum, sur le fait qu'un adulte, il est en position face à un enfant, il est devant un être de nature égale. Donc peut-être, Monsieur Mérieux, et vous trois, en tout cas, vous avez une réponse à apporter à ça? C'est un sujet compliqué, mais on va essayer de répondre brièvement. Qu'est-ce qu'un enfant? C'est un être étrange parce qu'il est à la fois complet et inachevé. En tant qu'être complet, il doit être respecté. En tant qu'être inachevé, il doit être protégé et accompagné. Et parfois même protégé contre lui-même. C'est cette difficulté-là qui est au cœur de la notion de droit de l'enfant. Il est un être complet. Les chagrins des petits ne sont pas des petits chagrins, disait Janusz Korczak. Et il a raison, il avait raison. Les chagrins des petits sont des immenses chagrins. Et nos chagrins à nous ne sont pas plus importants parce que nous sommes plus grands, plus vieux. Les chagrins des petits sont éminemment respectables. La parole des enfants doit être entendue. Mais ça ne veut pas dire doit être approuvée. C'est vrai en justice, le juge des enfants aujourd'hui doit entendre l'enfant. C'est une obligation. Ça ne veut pas dire qu'il doit faire ce que l'enfant demande. Parce que l'égalité dont on parle est une égalité de dignité. Ça n'est pas une égalité de fonction. Le juge, il a une fonction et une responsabilité sociale. Et il doit préserver l'enfant, y compris contre lui-même. Contre le fait que l'enfant peut aller au casse-pipe en demandant quelque chose. Son intérêt supérieur, le juge, il essaye de le promouvoir, y compris parfois en allant contre la demande ou le caprice de l'enfant. Donc, écouter, il faut que l'enfant soit écouté, mais il faut qu'il soit écouté de manière exigeante. Il faut que l'adulte incarne cette exigence. Je t'entends, mais explique-toi, démontre. Je t'entends, mais discute-en avec les copains. Et l'exigence que j'incarne, moi, adulte, c'est non pas le respect de tes caprices, mais le respect de ta liberté. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'enfant peut être capricieux. Et un enfant est presque toujours capricieux. D'ailleurs, la publicité organise, systématise et mondialise le caprice. Elle dit à l'enfant en permanence, fais ton caprice, ça fait marcher le commerce. Demande, exige. Si tes parents ne veulent pas, demande à mamie. Si mamie ne veut pas, demande à tonton. Et tu l'auras, la dernière PlayStation. Tes parents du style se saigner aux 80, tu finiras par l'avoir. Exige-la, fais ton caprice. Et la pub, elle est très forte pour ça. Elle est très forte pour encourager le caprice chez l'enfant. Le caprice, c'est je veux, j'exige, j'ai droit, et je mets les adultes en concurrence. Et s'ils ne me donnent pas ce que je veux, ah ben, je fais pipi par terre et je me roule dedans. Ou je mets les adultes en concurrence. Il n'y a pas tellement longtemps, j'étais dans un train, il y avait une petite fille qui demandait à ses deux parents de lui acheter des baskets qui s'allument. Les parents rechignaient, la maman disait c'est pas de la bonne qualité, le père faisait de l'humour en disant ça fait des courts-circuits quand il pleut, etc. J'ai trouvé ça très rigolo d'ailleurs. La
la petite fille les laisse parler, puis elle leur dit, de toute façon, c'est pas grave, vous voulez pas me les acheter, mais samedi, je vais chez mamie. Et elle ajoute, et mamie me les achètera parce qu'elle m'aime plus que vous. Ce à quoi les parents répondent, il n'est pas question que mamie t'achète des baskets qui s'allument. On va te les acheter dès vendredi. Hein? Elle a parfaitement compris, la petite fille, qu'on peut avoir satisfaction à tous ses caprices en mettant les adultes en concurrence. Les adultes veulent être aimés par les enfants. Donc, on cède aux caprices. Respecter la liberté de l'enfant, ce n'est pas respecter son caprice. C'est être à l'écoute d'une parole en étant nous-mêmes l'incarnation face à lui d'une exigence de réflexion dans sa parole. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, tu as toujours raison, ton caprice fait la loi. Non, ton caprice ne fait pas la loi. Enfin, tu es là au supermarché, moi je vois, tu es assis, il y a de chaque côté de la caisse des bonbons qui miroitent de tous les côtés, tu attrapes. Non, tu ne vas pas céder ton caprice pour lequel il y a des tas de gens qui veulent te faire consommer des trucs qui nuisent à ta santé. Donc je ne vais pas respecter le caprice. J'ai le droit de dire non à un caprice. Ou plus exactement, j'ai le droit de dire ni oui ni non. Pas tout de suite, réfléchissons-y et on verra demain. Ou on verra plus tard. L'attitude éducative, ce n'est pas celle qui consiste à céder au caprice. Ce n'est pas celle qui consiste à dire non, tu ne feras pas ton caprice. Ça ne sert à rien. C'est celle qui consiste à dire on va y réfléchir ensemble et on va en parler sérieusement. Tu peux même en discuter avec tes copains, tu peux te renseigner, tu peux aller voir ton oncle, ta tante, en parler avec lui, en parler avec elle. Et on réfléchit ensemble et on amène l'enfant à réfléchir. Donc la parole de l'enfant, elle n'est pas à cet égard égale à la mienne, au sens d'une identité, elle n'est pas identique à la mienne. Moi, j'ai une responsabilité à son égard. Je suis un adulte, je suis un éducateur. Ma responsabilité, c'est de le faire accéder à la réflexivité, à la pensée. La pensée, c'est compliqué, c'est difficile, et ça veut dire qu'on sursoit au caprice, ça veut dire qu'on se met à réfléchir. Voilà. Et moi, ma responsabilité, c'est de faire réfléchir l'enfant. Et de réfléchir avec lui. Et réfléchir avec lui en lui montrant que je réfléchis. Et si on réfléchit ensemble, alors oui, c'est vrai, quelle est la formule là que vous m'avez dite, c'est à égalité. Mais pour que nos paroles soient à égalité, il faut que je m'astreigne à réfléchir et que je le mette en condition de réfléchir en face de moi. Et ça demande du travail. Pour que l'enfant réfléchisse, il faut qu'il soit dans un espace où on prend un peu de temps, où les mots ont un sens, où on réfléchit sur... On n'emploie pas n'importe quel mot à la place de n'importe quel autre, on n'humilie pas les autres, voilà. Il y a des règles, il y a un travail éducatif. Voilà. Donc, oui, la parole de l'enfant doit être à égalité de celle de l'adulte, mais c'est un travail. Et c'est un travail qui exige que l'adulte n'abdique pas sa posture d'éducateur en disant « quoi que dise l'enfant, il a raison ». Ben non. C'est d'ailleurs vrai pour les adultes aussi. Hein. Quoi que disent les adultes, ils ont raison, ce serait de la démagogie pure et simple. Donc il y a là quelque chose qui m'oblige à insister sur le fait que l'adulte est réellement éducateur quand il associe la bienveillance, il entend, il ne censure pas, il laisse s'exprimer, mais qu'il aide aussi à accéder à l'exigence. Et associer la bienveillance et l'exigence, c'est pas facile. Hein. Ça veut dire que tu as le droit, mais on va y réfléchir. Voilà, on va y réfléchir. Moi, je cite toujours cette anecdote que je trouve extrêmement illustrative de Janusz Korczak, justement, qui est un célèbre pédagogue qui, vous savez, a laissé sa vie d'ailleurs, puisqu'il a été assassiné avec ses orphelins dans le camp de Treblinka par les nazis, et qui ramassait les gamins dans les rues de Varsovie, qui avait fondé des orphelinats pour les gamins les plus déjantés qui soient. C'était des gamins qui se battaient tout le temps, passaient leur vie à se battre. Et le problème de Korczak, c'était que les gamins ne se battent plus. Bon.
Donc il essaye tout, il dit on va punir ceux qui se battent, on va exclure ceux qui se battent. Oui, mais si on les exclut, ils vont se battre dans la rue, bon d'accord. Il leur fait des sermons, c'est pas bien de se battre, etc. etc. Bon. Jusqu'au jour où il instaure une règle que je trouve d'une intelligence éducative fabuleuse. Il dit à tous les enfants, à partir d'aujourd'hui, tout le monde a le droit de taper sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, autant qu'il le vaudra. Mais à une condition impérative, c'est de prévenir l'intéressé par écrit 48 heures à l'avance. Prévenir l'intéressé par écrit 48 heures à l'avance. C'est d'une intelligence fabuleuse. Parce que ça veut dire qu'on oblige l'enfant à réfléchir à la légitimité de son acte. Tu le préviens, donc tu te... Alors, pagaille dans l'orphelinat, parce qu'il y a des gamins qui disent « Mais monsieur, on ne sait pas écrire !» Kortchak dit « Mais qu'à cela ne tienne. Moi, je vais faire scribe. Vous venez, puis vous me dictez votre lettre. Par exemple, je veux te taper dessus parce que le gamin, il commence... Ouais, mais on s'aperçoit bien quand on explicite que les raisons, pour une part, s'effritent, pour une autre, on ne sait pas trop. Il y en a quand même qui racontent, qui vont jusqu'au bout. Et alors le soir, à la veillée, on tire quelques lettres dans la boîte des bagarres, puisque dans chaque orphelinat, il y a une boîte des bagarres. On tire quelques lettres au sort, on les anonyme, on enlève tous les noms, et puis on les lit. Et puis on fait un petit atelier philo là-dessus. Et qu'est-ce que remarque Kortchak? C'est que les gars et les filles qui sont les plus critiques sur les lettres sont en général ceux qui les ont écrites. Et forcément, puisqu'ils les connaissent à l'avance. Donc ils connaissent les critiques. Donc ils ont déjà évolué par rapport au moment où ils ont écrit. Ils ont déjà réfléchi. Et Kortchak explique, bah oui, si j'interdisais aux gamins de se battre, ils iraient se battre quand j'ai le dos tourné. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi les politiques sécuritaires échouent toujours. Les politiques sécuritaires, ça consiste simplement à dire aux gens, continuez à être malhonnêtes, mais vous ne faites pas prendre. Hein? Voilà. Bon, ça ne fait jamais évoluer les gens, ça. Donc, on peut dire, je vous interdis de vous battre. On peut dire, je vous autorise à vous battre, mais là, ils ne progressent pas. Kortchak dit, la seule attitude éducative, ça consiste à dire, avant de se battre, il faut réfléchir. Voilà. Ben, ça, je trouve que c'est très important, et c'est d'autant plus important dans une société qui cultive l'immédiateté, le tout de suite, où notre technologie fait qu'on ne peut pas se déconnecter un instant, il faut réagir immédiatement. Texto, il faut réagir immédiatement, et si vous ne réagissez pas dans les 10 minutes, c'est que vous êtes mort ou que vous ne l'aimez plus. Non mais arrêtez. Cette immédiateté nous tue. Elle nous empêche de réfléchir et de penser. Voilà. Donc ne faites jamais un mail sans le mettre dans la boîte brouillon pendant 24 heures. Ne faites jamais un texto immédiatement, mais attendez toujours au moins 4 heures avant de répondre. Et prévenez vos interlocuteurs que vous prenez le temps de réfléchir. Voilà. Puisque notre objectif en tant qu'éducateur, c'est de donner aux jeunes le temps de réfléchir, c'est-à-dire le temps de la pensée. Donc dans ce cadre-là, si nous nous astreignons à cela, alors oui, on est à égalité avec les enfants. Alors, on va en venir, si vous le souhaitez, aux questions du public. Estelle, ici présente. Des questions, des objections, aussi, bien sûr, des remarques, bien sûr. Tout ce que vous voulez, hein. Bien sûr. Pas simplement des questions. Oui, oui, Estelle est là pour vous donner des micros. C'est toujours la première qui coûte. Hein. Après, normalement, ça... Moi, j'ai une question en tant que parent, parce que je travaille à la ville, mais je suis passionnée par ce que vous avez dit. En fait, quid du politique, peut-être aussi être. On a parlé tout à l'heure des conséquences, par exemple, sur des inégalités de genre, sur l'organisation avec les talents techniques.
les inégalités de genre, elles pèsent énormément sur les parents et en particulier sur les mères. Et aussi sur les mères célibataires ou les femmes seules. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve ça merveilleux, cette attitude éducative et pédagogique qui consiste à, justement, dans son expression, dans son rapport à l'enfant, à être dans une attitude qui est, comme vous le dites, il faut de la réflexion, il faut pouvoir expliquer. Et moi, je trouve ça passionnant quand j'arrive à le faire. Mais je trouve qu'il faut une bataille, à mon sens, des mères et une bataille politique et même des femmes pour arriver à ce que moi j'appellerais une égalité parentale. Parce qu'en fait, des fois, la charge est tellement lourde du quotidien, de cette société de l'immédiateté, de tout ce que vous avez décrit, qu'il est en fait même très difficile pour un parent de réussir à être dans cette attitude éducative à laquelle qu'on espère tous avoir, mais pour pouvoir y accéder, il faut déjà avoir des capacités de pouvoir vivre, de pouvoir aussi avoir la capacité et l'espace mental. Et voilà, je ne sais pas dans quelle mesure des collectivités comme une mairie ou autre, ou même dans un cadre d'un projet éducatif global, c'est des sujets auxquels on peut réfléchir sur l'égalité aussi entre les parents et aussi sur le rôle des mères et qu'est-ce que c'est que la charge mentale aussi, par exemple. Et je trouve que ça pèse beaucoup, même ne serait-ce que d'avoir le temps de s'impliquer dans la communauté éducative. Voilà, c'était ma remarque. Ce sera important que M. le maire et Mme le Tellement me répondent, mais 3 pistes rapidement. D'abord, quand le père est là, et ce n'est pas toujours le cas, il y a un vrai travail à faire pour lui dire de faire son boulot, quoi. Ça c'est absolument fondamental. Moi, je suis désespéré de voir que, on en discutait encore tout à l'heure, qu'il y a encore des familles où le père c'est James Bond, il part le matin au travail, c'est vachement dur, c'est compliqué, c'est difficile, il revient le soir, il a combattu les titans, il s'assoit, et puis voilà... voilà, il s'occupe de rien, la mère elle fait tout le reste, etc. Enfin, moi je suis scandalisé par ça, très franchement. Et surtout quand c'est les mêmes, ces pères-là, qui gueulent que les enfants n'ont pas de limite, qu'on n'est pas suffisamment sévère avec eux, etc., etc. Enfin bon, si on ne donne pas du temps à nos enfants, qu'est-ce qu'on peut leur donner de plus précieux que notre temps? Et il faut évidemment que ce temps soit... quand il y a un papa et une maman qui soient partagés, quand il y a 2 adultes qui soient partagés. Puis je crois qu'il sera amené socialement à être partagé aussi avec la famille élargie. Hein? Je pense que par exemple, on évolue dans une société où les grands-parents auront une manière de s'associer à l'éducation familiale plus forte peut-être et assez différente de ce qu'on a connu. Pourquoi? Parce que les grands-parents sont encore jeunes sans être tout en étant à la retraite, ils peuvent occuper des responsabilités, ils peuvent aussi avoir un rôle. Il y a d'ailleurs toute une réflexion à mener, je trouve, sur le rôle des seniors, des jeunes seniors. Je pense qu'il y a 2 âges qui devraient être l'objet d'une attention particulière des municipalités et des pouvoirs publics, c'est les adolescents et les jeunes seniors. Et je pense que d'ailleurs ce serait très intéressant de les mettre ensemble. C'est de demander aux jeunes seniors de s'occuper des adolescents. Ce serait très très intéressant. Et des adolescents de s'occuper des jeunes seniors. Parmi les choses les plus intéressantes que j'ai faites, c'est demander à des ados d'aller apprendre l'informatique à des personnes âgées. J'ai même vu des ados faire passer des brevets d'informatique, des B2I, à des personnes âgées, dans des maisons de retraite. C'est formidable, ça. Et ça fait grandir les uns, ça sort les autres de leur solitude, etc. Tout ce qui crée du lien entre les générations, entre les gens, est formidable. Et c'est la responsabilité des pouvoirs publics de faire société. Ce n'est pas de créer des ghettos, la responsabilité des pouvoirs publics, c'est de créer du lien là où il en manque. Donc de créer du lien entre les jeunes et les vieux, de créer du lien entre les quartiers, de créer du lien, voilà. Dans cette affaire extraordinaire que nous avons montée il y a déjà près de 30 ans, qui demande aux jeunes qui sont dans des classes dites relais d'aller enseigner l'informatique et l'usage d'Internet aux personnes des EHPAD, on a fait remonter des témoignages absolument fabuleux. Fabuleux. Et
ils sont nés des amitiés fabuleuses entre des jeunes, des ados de 14 ans et des personnes âgées de 90 ans. C'est fabuleux. Donc, il faudrait intégrer toute une série de gens pour que la mère de famille n'ait pas cette espèce de charge qui est pas seulement mentale, hein, c'est aussi le temps. Hein, quand il y a, puis cette charge, surtout quand elle a à faire face à des difficultés matérielles en plus, qui sont absolument colossales. Donc là, on retrouve ce que vous disiez en aparté avant le début, il faut tout un village pour élever un enfant. Et il faut mobiliser le village, quoi. Il faut mobiliser le village. Il y a des gens qui ne demandent que ça, être mobilisés. Il faut mobiliser, il faut créer du lien, il faut que les choses circulent. Là où c'est possible, c'est pas toujours possible et c'est difficile, mais pour alléger cette charge dont vous parlez, que la personne trouve des relais dans son entourage. Deuxièmement, je pense qu'il y a un vrai travail d'aide à la parentalité qui n'est pas suffisamment fait en France et que nous sommes très très en retard dans ce domaine. Sur la question, vous en direz un mot si vous voulez. Et puis troisièmement, il y a évidemment tout ce qui peut être fait. Là, les municipalités sont en première ligne en termes de décharger la charge mentale et la charge matérielle des familles et des mères de famille et des mamans en particulier quand elles sont seules à devoir affronter des difficultés qui, comme vous l'avez dit très justement, peuvent leur apparaître insurmontables. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Je dis que ce qui est scandaleux, c'est qu'elles soient seules au front, quoi. C'est pas leur jeter la pierre. C'est-à-dire, arrêtez de les laisser toutes seules au front. Hein, c'est pas normal. Il faut qu'on se mobilise tous pour les accompagner dans cette tâche. Voilà. Mais, Julie, vous souhaitez... Sur l'accompagnement à la parentalité, c'est pareil. Les quelques-uns que je croise depuis 10 mois le savent. Ça fait partie là aussi d'un enjeu très fort. Oui, oui, on est très très en retard. Et particulièrement pour... Non, de façon générale, en France, on est très en retard, parce que de toute façon, on part du principe que quand on devient parent, en fait, on le sait, quoi. Enfin, il y a une espèce d'entendu, puis c'est même pire que ça, particulièrement pour les mères. On est censé savoir dès qu'on a mis au monde, en fait. On est censé savoir allaiter, on est censé savoir prendre soin, on est censé savoir comme si ça tombait du ciel. Et en fait, tout ce qui s'apprend par l'expérience. Et je pense que la meilleure manière Et puis en plus, on est culpabilisé. Enfin, je veux dire, on fait toujours mal. On est les premières à le faire. De facto, dès que ça va pas, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un moindre incident de parcours, le premier réflexe de n'importe quelle mère, c'est de se dire c'est de ma faute. Mais de toute façon, toute la société vous le renvoie. Donc voilà, ça c'est réglé. Donc ce qu'il faut encourager de plus en plus, et j'espère qu'on arrivera à le faire sur la ville, c'est des espaces et des temps où en fait, entre parents, on se partage des expériences. Tout simplement. Je me souviens d'un espace parent qu'on avait réussi à ritualiser régulièrement sur une des écoles de la ville. Et un des moments qui avait été le plus apprécié, c'était quand on s'était emparé donc, du numérique, enfin du jeu, le jeu sur le téléphone, la tablette, la console et tout. Et on avait avec nous, il me semble, un des enseignants de l'école, et on s'était mis ensemble, et en fait, la session, ça avait été de se refiler des astuces. En fait, de quel jeu le plus éducatif on avait trouvé, à quel moment ça nous paraissait le plus opportun, à quel âge. C'était tout simplement des recettes. Comment est-ce qu'on fait la cuisine ensemble? C'est du même ordre. Toi, tu fais comment? Moi, je mets le sel avant. Moi, je fais bouillir les pâtes. Et puis, à gros bouillon. Non, moi, je mets très peu d'eau, puis je mets beaucoup de beurre. Et voilà. Et je pense que cette transmission de père à père, c'est quelque chose qui est non seulement payant, mais ça fait tellement de bien. Parce qu'on se sent tout simplement moins seul, et il n'y a pas de discours de sachant qui vous explique encore une fois que voilà, c'est comme ça qu'il faut être un bon parent, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, non, il y a autant de diades que de mères et d'enfants, il y a autant
de parents que d'êtres humains, et c'est ça qui fait la beauté de ce cheminement-là. Donc partageons plutôt nos expériences, plus on pourra, nous, avec la ville, le porter, et croiser les points de vue, c'est toujours pareil, parce que si on croise les points de vue, on arrivera à s'accorder, et si on s'accorde, on retrouve une cohérence. Je rebondis sur cette histoire de cohérence. Encore une fois, la cohérence de tous les acteurs éducatifs. Alors quand on déroule le projet éducatif global, c'est indigeste au possible, hein. Enfin, je veux dire, c'est des grands mots, des grands concepts, on se demande comment on va faire concrètement. Mais en fait, l'histoire de la cohérence, on le vit en famille, on le vit quand on est en couple ou au sein d'une famille. C'est-à-dire, c'est dire tout d'un coup, poser, on va dire, une règle pendant les vacances, admettons, différente du quotidien. Donc, je pose cette règle à l'enfant, et puis le môme, comme il est très très malin, il va passer par derrière, puis il va aller voir un autre membre de la famille. Et bim! Oh ben non, la règle, non, c'est bon, ça va. Et donc, elle est transgressée. Et à partir du moment où on n'a plus cette cohérence, en fait, entre adultes autour de l'enfant, bah, ça part dans tous les sens, et tout le monde est perdant. Donc, en fait, le projet éducatif global, j'ai envie de le rattacher à la sphère familiale pour le faire comprendre. En fait, c'est simplement ça. C'est-à-dire qu'au sein d'une école, qui est un microcosme, eh bien, si on arrive à être en cohérence, à l'unisson, et qu'on trouve ensemble des règles communes et que tous les adultes les pratiquent, les mettent en pratique, alors ça va s'apaiser et l'enfant, il va pouvoir, les enfants, parce que c'est toujours pareil, l'enfant, c'est quoi l'enfant? Les enfants, ils vont pouvoir gambader joyeusement, en liberté et en même temps en étant accompagnés. Voilà. J'ai répondu ou pas du tout? Il me semble qu'il y avait d'autres questions. Ah oui, pardon. Non, mais très brièvement, parce que c'est à la salle de prendre la parole, mais parce qu'il y avait une question quelque part dans la réflexion, c'est que qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, pour accompagner, et là, vous parliez d'une maman, des mamans seules, des mamans qui ont une charge à la fois mentale et puis logistique. Il y a des choses auxquelles on pense. Bon, il y a le projet de réussite éducative qui travaille sur la parentalité. Il y a des associations qui commencent à s'approprier cette question. Et notre rôle, c'est en effet de les accompagner. Alors, on a quelques pistes sur des séjours de vacances familiaux et des séjours de vacances dédiés aux mamans avec des enfants. Je pense que ce sont des pistes qui contribuent à non seulement alléger la charge mentale, la charge globale, et puis de créer du lien. Il y a des écoles, surtout des écoles maternelles, mais des écoles élémentaires, qui font des soirées-jeux. Eh bien, ce sont des soirées importantes parce que ce sont des moments où les parents partagent avec les enfants et qui, dans leur vie quotidienne, ne prennent plus le temps. Tout à l'heure, M. Mérieux parlait de l'instantanéité, mais on vit tous à des rythmes fous. Et donc, nombre de parents n'ont plus le temps, ne prennent plus le temps de se poser avec leurs enfants. Donc, je pense que ce sont des moments, accompagner des associations, nous créer des espaces pour que les mamans, les papas, les familles, parce que c'est évident que les mamans seules avec enfants ont cette surcharge, mais je pense qu'on peut accompagner ça. Une expérience que nous avons tentée avec le club de sport de badminton dans la cité du Londeau, eh bien, c'était d'ouvrir à des mamans du centre social. Et donc, il y avait un enthousiasme important parce que le badminton est un sport rigoureux et puis c'est un sport tout de suite ludique. Eh bien, ce qui a mis un terme à l'expérience, c'est qu'elle n'était plus disponible parce que personne ne gardait leur enfant. Et on était en passe donc de chercher des subventions pour qu'on puisse accueillir ces mamans. On les accueillait une fois par mois, bénévolement, gratuitement. On était en passe de chercher des subventions pour avoir des activités avec les enfants dans une autre salle pour que les mamans puissent s'accorder du temps pour faire du sport. Vous voyez, donc on a encore beaucoup de chemin à faire. Je rebondis. Le principe de la petite caravane, qui aujourd'hui s'appelle la petite caravane, qui était le dispositif itinérant qu'on a expérimenté dès l'été dernier, c'était ça le principe. C'est-à-dire que, et c'est le retour que les parents m'ont fait, que les familles m'ont fait dans les quartiers, ça leur a juste permis en fait une bulle d'air. C'est-à-dire que pendant 2 heures, l'enfant au pied de son quartier, il est pris en charge, et ça va être de nouveau le cas cet été, bien mieux organisé, avec beaucoup plus d'ampleur et de résonance. Il a un temps pour lui. Et du coup, la famille, elle peut faire autre chose. Moi, il y a juste des mères qui m'ont dit « Oh, c'est super, je vais pouvoir aller faire les courses tranquille, quoi. » Non, mais c'est ça, hein. Donc, c'est très, très concret. Et donc, s'il y a bien un lieu qui doit s'ouvrir et sur lequel on peut travailler, monsieur le maire, ce sont les écoles le samedi. Parce que le samedi, les familles ont le temps.
Et on le sait pertinemment, le jour où on a perdu l'école le samedi matin, on a perdu un lien très très fort, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur? Un lien très fort avec l'institution et un lien qui permettait de ne pas être encore une fois, dans un rapport qui peut faire peur, qui est très... c'est dur, quoi. La pression sur la réussite scolaire de nos enfants, c'est terrible. Et ils l'absorbent tellement, au-delà de nos propres propos, de ce qui se passe autour. Donc créons des sas, des oasis, des respirations dans nos écoles, parce que c'est aussi le lieu du quartier qui est identifié par toutes et tous. Tout le monde sait où est l'école. Est-ce qu'on sait où est le CCAS? Est-ce qu'on sait où est la médiathèque? Non. Mais tout le monde sait où est l'école de ses enfants. Donc c'est un lieu repère, c'est un lieu municipal. Essayons de l'ouvrir et d'y faire de la coéducation. Je crois qu'on a deux questions. Je vous propose de prendre les deux questions à la suite. Oui, alors, Oui, même s'il y en a plus. Fouzia, je suis employée à la ville. Et donc, moi, j'adhère complètement au discours. Mais là, ce qui m'inquiète ces derniers temps... D'abord, je voulais relever que vous parlez toujours des mères. Mais il y a des mères toxiques et il y a des papas qui sont très bien. Donc, voilà. Voilà. Et puis, je voulais juste... juste vous demander à monsieur si qu'est-ce que vous metteriez en place pour les groupes là, d'adolescents là, parce que bon, ces derniers temps on a vu avec les médias et puis tout ce qui est info que les adolescents sont très violents, même vis-à-vis d'eux-mêmes et de leurs camarades. Vous, qu'est-ce que vous metteriez en place? Avec quel outil? On prend les deux autres, parce qu'en fait il y a trois questions. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Nassera Benouada, parent d'élève d'Alfred de Musset et mère de 2 enfants, 2 garçons, 5 ans et 9 ans. Moi, je suis très heureuse d'être là ce soir, de parler de la place de l'enfant dans notre société, dans notre cité, dans nos écoles. Et je voudrais échanger avec vous ce soir sur les voyages scolaires, parce qu'on a parlé des centres de vacances. Et moi, je voudrais qu'on développe les voyages scolaires en maternelle et en élémentaire. Je trouve que c'est un moyen de communication et de vivre ensemble très, très favorable à l'épanouissement de l'enfant. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez sur Noisy-le-Sec, c'est pas assez développé, notamment pour les classes de neige, classes rouges, classes vertes. Voilà. Merci. Et autre question. En fait, c'est 2 questions en une, en espérant que ça ne fasse pas trop, qui font suite plutôt à ce que vous avez dit, Julie Grunbaum. La première, j'ai été sensible à ce que vous avez dit sur les rapports sociaux divers qui traversent et qui structurent les relations entre les membres de la communauté éducative, qu'ils soient personnels de la ville ou de l'éducation nationale. Du coup, pour pouvoir mettre en place quand même de la coéducation, en dépit ou avec la réalité de ces rapports sociaux, comment en tant que ville, tout en sachant que c'est le début du mandat, mais il est possible, en pensant les espaces, je pense par exemple aux salles des adultes, qu'il n'existe pas dans tous les établissements, qu'il est possible peut-être de réaménager, aussi peut-être en réaffirmant le rôle éducatif des personnels municipaux, agents d'entretien, animateurs, animatrices, gardiens, gardiennes, et peut-être, je ne sais pas, en formalisant leur rôle éducatif à travers des chartes, ou les emmener et leur permettre aussi de se positionner sur ce plan-là et d'emmener avec eux et elles la communauté éducative. Et deuxième question qui découle un petit peu de cela, vous avez évoqué la question des violences incestueuses pédocriminelles. C'est un sujet qui est peu abordé à l'école, qui est peu abordé dans le reste de la société également. Est-ce que vous pensez, ça peut être un des axes pour réaffirmer aussi les compétences des personnels de la ville, éventuellement former les personnels de la ville à la détection des signes qui traduisent que les enfants peuvent être victimes de ces violences? Alors je vais répondre à la dernière question, enfin aux deux, tenter du moins d'apporter quelques éléments.
Alors, sur la première question, on crève de manque d'espace dans les écoles. Hein. Je veux dire, sur les écoles de centre-ville particulièrement, qui sont des écoles anciennes, il n'y a pas d'espace. Hein. Voilà, on ne va pas se leurrer, il n'y en a pas. On ne va pas pousser les murs. Il va falloir arriver à dialoguer. On y mettra le temps qu'il faut. Ça prendra peut-être très longtemps, de toute façon, le temps de l'éducation, puis le temps de se comprendre entre êtres humains, c'est du temps long. Donc, ça ne se fera pas comme ça. Donc, on le fera pas à pas, en ajustant à chaque fois, et puis surtout en faisant confiance, en fait, aux personnes qui sont dans l'école. Je crois pas mal à la stabilité des équipes éducatives. Je pense que pour arriver à faire commun, il faut du temps. Donc, il faut apprendre à se connaître. Et puis, je pense en rétablissement, ce qu'on est en train de faire, hein, en rétablissant en fait la légitimité de la parole des unes et des autres, en prenant des temps d'échange. Vous savez que les ateliers de proximité, d'ailleurs, il y en a 2 autres la semaine prochaine, si je ne m'abuse, qui proposent à toutes et tous de participer à la co-construction de ce projet éducatif global. Et peut-être que ce ne sera pas suffisant. Et de toute façon, on n'a jamais imaginé que ce printemps des enfants, c'était one shot. C'est chaque année. Il y aura d'autres temps forts. Je pense qu'à chaque fois qu'on construira des temps forts dans l'année, il y en a 3. Il y a un temps fort autour du 9 décembre qui s'intitule Vivre ensemble, avec une laïcité inclusive, une semaine égalité filles-garçons autour de la journée de la lutte contre les droits des femmes, et puis le printemps des enfants qui se tissera peut-être de la même manière que celui-là, c'est-à-dire sur du temps long, sur 6 semaines, avec beaucoup d'échanges. Voilà, moi je crois à ça. Je crois à des événements qui vont, des actions qui vont fédérer. Monsieur le maire parlait de jardin pédagogique. Ça peut être une tentative de mâle ludique dans une cour de récréation. Ça peut être, il y a plein d'objets. Ça peut être une bibliothèque commune. Ça peut être plein de choses. On va trouver tout doucement, tout doucement. Et on va déjà aussi restaurer nos équipes municipales dans une stabilité et dans des conditions de travail dignes, avec un investissement digne, parce qu'il faut que nos centres de loisirs, ce soit beau. Voilà, il faut que ce soit beau. Le beau, c'est précieux. Voilà, donc c'est de l'investissement. Mais Dieu merci, il a dit que c'était une priorité. Voilà. Après, sur les violences faites aux enfants, c'est vraiment un sujet terrible, quoi. Terrible, parce que c'est un impensé total. Alors, je ne vais pas vous rappeler, si je le rappelle les chiffres, c'est 2 à 3 enfants potentiellement par classe. Hein. C'est probablement sous-estimé comme le nombre d'enfants qui décèdent sous les coups, parce que jusqu'à 3 ans, il n'y a pas l'accession au langage. Donc, il y a beaucoup de chutes dans les escaliers. Et voilà. Donc, c'est totalement impensé. On ne veut pas. Voilà. On ne veut pas, parce que ça fait trop peur, ça fait trop mal. Donc, on va s'y coller, tout doucement, mais commençons déjà par rétablir les conditions d'une coéducation, et puis bien sûr, dans le projet de formation de l'ensemble du mandat que nous avons annoncé, de nos équipes, on va essayer de sensibiliser et d'aller vers une protection et une détection. J'espère avoir répondu. Super. On laissera le mot de la fin, évidemment, à monsieur le maire. Donc, moi, je vais tenter de répondre à la question sur les ados, là. C'est très compliqué, évidemment. 3 pistes. La première d'abord, on a parlé de coéducation et j'ai évoqué les 3 piliers, les 3 pieds du tabouret. Avec les ados qu'on pourrait appeler difficiles, compliqués, il faudrait travailler en termes de coéducation et de partenariat, beaucoup plus qu'on ne le fait, entre services sociaux, police, justice, éducation nationale, médecine, pédiatrie. Moi, j'anime des regroupements dans le cadre d'un diplôme universitaire à Paris, ouvert à tout le monde, où on fait travailler systématiquement ensemble un magistrat, quelqu'un de la police, un éducateur spécialisé, un enseignant, un pédopsychiatre. Et on les oblige à se parler aussi entre eux pour comprendre un petit peu quelle est la logique des uns et des autres, et puis qu'ils essayent de trouver cette cohérence qu'on a essayé de chercher tout à l'heure. C'est un très gros chantier, ça. Hein.
Parce qu'en France, on est cloisonné. Hein. Les magistrats, la police, on sait qu'ils ne se parlent pas. La police et les pédiatres, jusqu'à présent, ils ne se parlaient pas beaucoup. Les pédiatres et les travailleurs sociaux, peu. Les travailleurs sociaux et les enseignants, quasiment pas, etc. Donc il y a un gros chantier là, hein, qui est un chantier national, plus que local, sans aucun doute, compte tenu des prérogatives de l'État, mais qui est quand même un chantier auquel il faut s'atteler. Il faut arrêter de multiplier les intervenants qui se surajoutent sans se causer et qui produisent l'inverse de ce qu'ils cherchent. Des ados qui ont la police sur le dos, la justice sur le dos, les profs sur le dos, etc., à qui on propose du soutien scolaire, une prise en charge par une assistante sociale, etc., on les place dans la toute-puissance. On les place dans une situation où on leur dit « vous faites la loi, continuez ». On se met à vos genoux et on va faire tout ce qu'il faut. Parce que ces gens ne se parlent pas, parce que ces gens ne travaillent pas ensemble pour réfléchir aux solutions qu'on pourrait trouver. Donc c'est la première chose que je voudrais dire. Il faudrait arriver à ce que ces gens aient des temps de formation commune. Je trouve en particulier tout à fait scandaleux que la police n'ait pas une réflexion avec les éducateurs, que la justice n'y soit pas associée, que les pédiatres n'y soient pas associés, parce que les enfants victimes de violences dont vous parlez, une grande partie d'entre eux se retrouvent auteurs de violences, hein, et en particulier de violences pédophiles. Hein. Une grande partie ont été eux-mêmes victimes. Donc là, il y a un chantier, il est très compliqué, très lourd, mais ça me paraît un chantier important. Deuxième élément par rapport à ces ados, la prévention, évidemment. La prévention, c'est long, mais il faut commencer par la prévention. La prévention, c'est tôt, des loisirs collectifs bien organisés, des colos structurés où on apprend à prendre ses responsabilités au service du collectif et non pas contre le collectif, où on découvre que l'autorité, c'est ce qui m'agrandit et non pas ce qui me réprime, etc., etc. Et donc, on ne militera jamais suffisamment pour d'authentiques colos, pour d'authentiques centres de loisirs et pour qui collaborent authentiquement avec l'institution scolaire. Et puis, troisièmement, alors là, je vais sans doute vous surprendre, enfin pas vous surprendre, mais les ados, c'est des êtres compliqués. C'est très rare, même quand vous avez un ado sans problème, qui vienne vous dire à vous parents, « Oh papa ou maman, ce que tu m'apportes actuellement est absolument superbe, sublime, ça contribue à me construire en profondeur, grâce à vos interventions pertinentes, je trouve un sens à la vie et vos conseils me sont toujours les plus agréables et les plus utiles qui soient, etc. » Si vous avez un ado qui vous dit ça, méfiez-vous. Il veut vous extirper quelque chose. Hein? La plupart du temps, l'ado, il vous dit « j'en ai rien à foutre ». Ça ne veut pas dire qu'il n'en a rien à foutre. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a rien à foutre. Ça veut dire qu'il ne veut pas apparaître, dépendre de vous, qui réclame une certaine forme d'indépendance, etc. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, adulte? Ben, proposer. Proposer des activités. Si ça ne marche pas, proposer d'autres activités. Et si ça ne marche pas, inventer d'autres activités à proposer. Et si ça ne marche pas, se demander si on ne pourrait pas proposer d'autres activités. Et si ça ne marche pas, essayer d'imaginer d'autres activités qu'on pourrait leur proposer. Et si ça ne marche pas, ben on continue. Moi, je ne sais pas faire autre chose. Je ne sais pas faire autre chose avec des ados. Mais on ne le fait pas suffisamment, ça. Moi, j'ai exercé un petit temps, des responsabilités politiques. J'étais responsable de la formation tout au long de la vie à la région Rhône-Alpes. Et je m'occupais des jeunes décrocheurs, des ados un peu en errance, etc. Et j'avais fait rire un petit peu le conseil régional parce que je leur avais demandé d'entonner avec moi une vieille chanson de Richard Anthony dont personne ne peut se souvenir ici, parce que vous êtes tous évidemment beaucoup trop jeunes pour avoir connu Richard Anthony. Mais
le titre de cette chanson, c'était « Donne-moi ma chance encore ». Voilà. Alors, évidemment, moi, je leur disais, écoutez, les missions locales, là, les éducs, là, tous les profs, imaginez-vous que chaque ado que vous rencontrez, il vous dit « Donne-moi ma chance encore ». Il ne vous le dira pas réellement comme ça, parce qu'il ne peut pas vous le dire. Mais c'est ça que vous devez entendre dans ce qu'il vous dit, quand il vous dit « j'en ai rien à foutre ». Vous devez décoder et vous devez comprendre « donne-moi ma chance encore ». Derrière tous les rien à foutre, il y a un « donne-moi ma chance encore ». Et il faut s'obstiner à leur donner une chance encore. Et je ne suis pas sûr que ça marche, mais je ne connais pas d'autre solution. Voilà. À vous, monsieur le maire. Pour compléter ce que vous dites, on est conscient des difficultés qu'il y a avec les adolescents et puis les phénomènes de violence. Donc on a commencé à y travailler. On était cette semaine en réunion avec l'élu à la tranquillité publique, Madame Yami, et des associations des cités. Et on va mettre en place un travail avec des maires qui sont réunis en association, qui sont maires de victimes d'enfants de risque. Donc on va travailler, puisque vous disiez, de toute façon, tout à fait juste, il faut expérimenter. Je pense que personne ne détient une vérité, mais nous allons nous y employer parce que de toute façon, c'est terrible. Et bien sûr, je rejoins ce que dit M. Mérieux, ça passe par la prévention, et la prévention, c'est l'éducation. Et on est dans la boucle, c'est-à-dire que l'éducation, à la base, bien en amont du moment où ils sont dans cette situation. Mais pour le moment où ils y sont, nous y travaillons avec des associations qui sont identifiées, qui sont ancrées dans les quartiers, mais ce n'est qu'un début. Personne n'a répondu à votre question sur la classe transplantée, madame, donc je vais y répondre. Donc, vous êtes très aimable. Alors, je suis un adepte des classes transplantées. J'ai dû en faire dans ma carrière 25 ou 30, c'est-à-dire que je m'y suis employé sous... Alors, parfois elles étaient municipales et parfois elles étaient en autogestion, d'ailleurs la plupart du temps en autogestion, parce qu'il faut savoir que c'est un coût, alors bien sûr on revient au budget, mais c'est un coût important. En revanche, ça représente un réel intérêt. Même nous, sur la maternelle, nous envoyons l'ensemble des enfants tous les 2 ans en classe transplantée, sur des mini-séjours, parce que tous les ingrédients sont réunis, et je partage ce que vous dites, c'est-à-dire que les enfants sont dans un environnement suffisamment sécurisant. C'est-à-dire qu'ils sont avec, on parlait tout à l'heure des agents techniques, ils sont avec les ATSEM, avec les ATE, avec la gardienne, avec les enseignants, et ce sont ces personnes, et les animateurs, bien sûr, animatrices, ce sont ces personnes qui vont les accompagner. Ça, c'est le premier élément, c'est suffisamment sécurisant pour les enfants. Deuxième élément important, c'est que ce projet, on le construit bien en amont, et que le départ n'est pas du tout un aboutissement. Le départ est une étape du projet. Et la construction en amont de ce séjour et ce qui se passe après est essentiel. Donc les éléments sont réunis pour que ça soit un moment véritablement riche, bien sûr socialement, mais riche pédagogiquement, éducativement. En revanche, c'est vrai que tout cela a un coût et donc on y réfléchit, ça fait partie de la réflexion qu'on mène. On tente de les déployer. Il y a des enseignants qui ont des initiatives personnelles qu'on va tenter d'accompagner, mais c'est un coût réel. Et il y a un autre phénomène quand même, et peut-être que des collègues d'élémentaire pourront en parler, ou monsieur l'inspecteur. L'autre phénomène, c'est qu'il y a malgré tout, je vous parlais de confiance mutuelle, mais il y a aussi de plus en plus de défiance de la part des parents pour laisser partir leur enfant seul. Ça, c'est réel. Alors on ne s'en rend pas compte au niveau des colonies, puisqu'il y a l'aspect volontariat. Donc les colonies sont pleines, puisque je décide, moi en tant que parent, d'envoyer mon enfant en colo. En revanche, quand une classe organise, et qu'il y a 25, 27, parfois 30, non. Et que vous avez sur 28 enfants, d'un seul coup, une dizaine, une douzaine d'enfants qui ne partent pas, et bien évidemment, la classe ne partira pas. L'autre élément aussi important, c'est que les projets sont très lourds à monter pour les enseignants. Parce que, évidemment, les conditions de sécurité doivent être réunies, mais les règles deviennent de plus en plus draconiennes pour monter un dossier. Et donc, c'est un écueil, une difficulté de plus pour que les enseignants organisent ces séjours. Mais je vous rejoins sur la nécessité de pouvoir les accompagner, nous, en tant que municipalité, et puis de l'intérêt que ça représente dans la vie d'un enfant. Et pour Madame Touré, je pense qu'elle vous a apporté les éléments de réponse que je n'ai pas complétés, auxquels j'adhère, sur la nécessité de former. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai pas l'impression, ou des remarques. Je pense que c'est la fin de cette rencontre qui était passionnante, vraiment enrichissante.
Je suis très heureuse de voir que tout le monde, quasiment tout le monde est resté avec des yeux grands ouverts. Merci beaucoup Philippe Mérieux, merci beaucoup Madame Grunbaum, merci Monsieur le maire et puis à bientôt autour d'un verre.